Je vais évidemment, moi aussi, remercier chaleureusement les organisatrices et organisateurs de ce colloque pour leur invitation, donc, qui me donne le plaisir de revenir à Nantes et de travailler sur ce sujet que j'affectionne particulièrement. J'ai déjà abordé sous d'autres angles par le passé, mais pas sous cet angle-là, donc ça me permet aussi de revisiter certaines choses. Et donc, merci pour ça. C'est aussi un plaisir de voir les étudiants aussi nombreux. Je pense que c'est important que vous soyez là aussi sur cette importante question. Merci aussi aux passionnantes interventions de ce matin. Un peu moins merci parce qu'il y a beaucoup de choses que je comptais dire. Donc, je passerai plus vite sur un certain nombre de choses qui ont déjà été dites. Alors, bon, la notion d'état de droit, on ne va pas y revenir. C'est une notion évidemment pliante, insaisissable, voire pour certains juristes tautologique, qui a des usages en fait bien souvent plus politiques que juridiques. Il y a un idéal politique, comme l'a relevé Arnaud Leclerc ce matin. Donc ça, je n'y reviendrai pas, même si évidemment, quand je vais analyser l'usage de l'état de droit par le Conseil de l'Europe, c'est un constat qui va évidemment se retrouver aussi dans mon intervention. Alors pourquoi s'intéresser au Conseil de l'Europe dans un colloque qui est consacré aux droits de l'Union? Mais je crois ici que ça a déjà été bien démontré ce matin, parce qu'évidemment, dans le processus de construction européenne, le Conseil de l'Europe est né bien avant les ancêtres de l'Union européenne et parce que cette organisation internationale a été pensée comme l'organisation de défense de la démocratie dite véritable, hein, c'est le terme qui est consacré dans les statuts du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949, et ce terme de démocratie véritable, qui bien sûr 75 ans après aujourd'hui, hein, fait écho au risque de bégaiement de l'histoire assez terrifiant de l'usage et à l'usage actuel de la notion d'état de droit, qui est présenté comme un étendard par ses partisans, mais comme évidemment une cible pour ses détracteurs. Dans la droite ligne, ça a été aussi dit ce matin, des théories de Carl Schmitt, hein, qui voyaient dans ce principe, hein, le principe libéral de l'état de droit bourgeois, et donc voyez dans ce principe une dénaturation de la démocratie. Donc on retrouve évidemment aujourd'hui ces discours dans l'espace public. Et ça invite aussi à repenser, à réfléchir, à réétudier ce qu'entend le Conseil d'Europe par démocratie véritable. Et pour le comprendre, il faut rappeler le contexte de création du Conseil de l'Europe au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment, la réaction face au régime autoritaire, totalitaire, nazi, fasciste, hein, mais aussi et surtout une réaction face au début de la guerre froide, dans ce contexte de début de la guerre froide, face au développement des démocraties dites populaires. Donc la démocratie véritable, hein, et la vraie démocratie par opposition aux démocraties populaires. Et ce statut du Conseil de l'Europe, puis la Convention européenne des droits de l'homme, hein, qui échouera dans un premier temps à être adoptée, mais qui sera adoptée un an plus tard, en 1950, vient poser les fondements d'un triptyque qu'on va retrouver ensuite au sein de l'Union européenne, ça a été dit ce matin. Ce triptyque, c'est démocratie véritable, protection des droits de l'homme et état de droit. Si vous allez aujourd'hui sur le site internet du Conseil de l'Europe, en fait, vous retrouvez ces trois rubriques qui sont en bandeau en haut, hein, et qui en fait structurent aujourd'hui, alors pas seulement en termes de communication, hein, mais qui vont structurer l'action du Conseil de l'Europe. Alors, sauf que, ça a été dit ce matin, en fait, quand on regarde le statut, on ne voit aucune mention de la notion d'état de droit. Ça a été dit déjà largement ce matin, on retrouve cette notion de rule of law et qui trouve des traductions qui font appel en général, en réalité, à des concepts différents selon les différents droits nationaux, hein. La prééminence du droit en droit français et en droit allemand, voilà, merci Valérie. Alors, ça a bien été expliqué ce matin par Valérie Pratt. Cette notion de rule of law et par toi également, hein, cette notion de rule of law, elle s'explique par aussi l'absence des Allemands dans le débat pour construire ce statut du Conseil de l'Europe. Ça s'explique aussi d'un point de vue plus théorique par cette volonté, dans une perspective cosmopolitique, d'avoir une notion qui ne fait pas référence à un État, hein, pour laisser la place à l'individu frayer un chemin dans ce droit international auparavant uniquement réservé aux États.
Évidemment, ça a déjà été dit, on reprend en réalité ici les termes de la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, quasiment telle quelle, même si la version française ici évolue, hein, entre la Déclaration universelle des droits de l'homme et le statut du Conseil de l'Europe et la Convention européenne des droits de l'homme, pour avoir ce terme de prééminence du droit. Alors, dans la Convention européenne des droits de l'homme, on retrouve une formule qui est intéressante, qui fait référence donc à la prééminence du droit en tant que patrimoine commun d'idéal et de tradition politique. Donc, ça a déjà été encore une fois un petit peu dit ce matin, mais ce patrimoine commun d'idéal et de tradition politique, évidemment, quand on lit aujourd'hui cet intitulé qui date de 1950, évidemment, tout de suite, ce qu'on se dit, mais bon, c'est largement dit ce matin, il existe une pluralité de conceptions en réalité de l'état de droit, rule of law, l'état de droit à la française, Karen Balberg, etc. Donc, où est le commun dans tout ça? Comment définir du commun dans tout ça? Et évidemment, ça va être le travail du Conseil de l'Europe aussi de construire cette notion pour en faire une notion un peu opératoire et un semblant commun. Et malgré son absence dans les textes, hein, la notion d'état de droit va faire l'objet d'une mobilisation croissante dans des contextes vraiment charnières de l'histoire du Conseil de l'Europe, où il a fallu qu'il travaille à la préservation ou à la diffusion du modèle de démocratie véritable. Donc, ici, je vais essayer de retranscrire ces différentes étapes de la mobilisation du concept sans vouloir rentrer ici dans la justification théorique du bien fondé de ce triptyque, hein, démocratie, état de droit, protection des droits fondamentaux, droits humains. Ça a déjà été un petit peu fait ce matin, donc je n'y reviendrai pas. Alors, donc, à partir de ces conceptions nationales tout à fait distinctes, comment le Conseil de l'Europe construit cette notion commune d'état de droit? Elle va faire un usage assez tardif de la notion à l'âge d'or du Conseil de l'Europe, hein, qui est le tournant des années 90. Et on va avoir un retour et une désormais quasi omniprésence de cette notion, ce qu'on verra dans un second temps, qui va être un symptôme de la résilience du Conseil de l'Europe, évidemment face aux contestations de l'état de droit à l'échelle européenne. Donc, un usage tardif de la notion, puisque dans un premier temps, et encore même sur ce point-là d'une manière assez tardive, on va davantage trouver des références à la notion de prééminence du droit, dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, bien sûr, et c'est avec l'arrêt Golder contre le Royaume-Uni de 1975, qui est un arrêt extrêmement important, qui vient reconnaître que le droit à un procès équitable reconnaît également de manière inhérente le droit d'accès à un tribunal. En l'espèce, il s'agissait d'un détenu qui souhaitait contester une décision qui lui avait été imposée en prison, et évidemment, du fait de sa qualité de détenu, il était très compliqué d'avoir accès au tribunal. Donc ça, c'était en 1975, et progressivement, dans les années 80, on commence à trouver d'autres occurrences du principe de prééminence du droit, et la Cour, progressivement, en fait un principe fondamental d'une société démocratique. Ça, c'est dans les années 80. Dans les années 90, elle énonce que ce principe est inhérent à l'ensemble des articles de la Convention, donc pas seulement à la notion de procès équitable. Et la Cour a aussi jugé que c'était un principe que les États contractants s'étaient engagés à respecter en ratifiant la Convention, ce qui évidemment ici montre l'interprétation très constructive, évolutive que le juge de la CEDH fait, puisqu'évidemment, en aucun cas, on a écrit noir sur blanc dans la Convention, les États respectent l'État de droit. C'est simplement fondé sur cette tradition commune, comme je le disais en introduction. Alors, ça a permis à la Cour de développer sa jurisprudence relative au droit à un procès équitable, et c'est l'article 6 paragraphe 1 de la Convention, pour le droit d'accès à un tribunal, pour le principe d'impartialité, pour la présomption d'innocence, l'obligation d'exécution des décisions de justice, mais elle l'a aussi étendu à d'autres dispositions de la Convention, qu'on va dire substantielles et non procédurales.
le droit à la vie privée, le droit à la liberté de conscience et de religion, le droit à la liberté d'expression, à la protection de la propriété, notamment au moment où elle va examiner la légalité des limitations au droit, hein, pour déterminer si ces limitations sont prévisibles et si donc la loi bénéficie d'une qualité suffisante. Elle va donc mobiliser le principe de prééminence du droit. Elle va aussi le mobiliser pour développer ce qu'on appelle des obligations positives procédurales issues des dispositions substantielles de la Convention. Alors, ici, si on peut trouver en filigrane un point commun, c'est que la Cour va mobiliser le principe de prééminence du droit comme rempart contre l'arbitraire. Donc, on retrouve une conception ici qui va être assez proche de la rule of law britannique, hein, la conception pragmatique dont je parlais en introduction. Et dans un premier temps, la notion d'état de droit, en fait, on ne la retrouve pas dans la jurisprudence de la Cour, c'est vraiment la prééminence du droit qui est présente. Et c'est la même chose dans l'activité normative des autres organes du Conseil de l'Europe. Alors évidemment, ce qui va provoquer le basculement, ce sont les années 90. Là, c'est l'âge d'or du Conseil de l'Europe, hein, la chute de l'URSS, le ralliement des anciennes démocraties populaires, donc des pays d'Europe centrale et orientale, qui viennent adhérer au Conseil de l'Europe, ce club des démocraties occidentales, pour arriver à 47 États membres. Et dans cette époque où je reprends ici la citation de Stéphanie Hennette-Vaucher, l'état de droit se fait métonymie de la démocratie, eh bien, on assiste ici vraiment à un essor de la notion d'état de droit au sein du Conseil de l'Europe. Alors, ça va se faire par le biais de la création de nouveaux organes du Conseil de l'Europe, ça a été déjà dit un petit peu ce matin, la Commission de Venise, bien sûr, hein, qui va en faire un concept pratique, qui va lister, on y reviendra tout à l'heure, ça a déjà été dit ce matin, un certain nombre de critères de l'état de droit, et qui va œuvrer aussi pour l'intégration de la référence à l'état de droit dans les nouvelles constitutions des États des pays d'Europe centrale et orientale, donc en Albanie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Lettonie. Bon, je vais arrêter et bon, je pourrais continuer encore un petit peu longtemps comme ça, mais ici, la commission de Venise a largement œuvré, hein, donc pour la diffusion aussi au sein des constitutions nationales de cette notion d'état de droit. La CEPEJ aussi est créée, hein, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice, qui est aussi fondée comme objectif sur la préservation de l'état de droit. Et la CEDH aussi, dans les années 2000, va de plus en plus fréquemment faire référence à la notion d'état de droit dans sa jurisprudence, hein, mais de manière assez parfois erratique, où elle va utiliser un peu indistinctement la notion d'état de droit, la notion de prééminence du droit, sans vraiment qu'on puisse savoir si ce sont deux concepts distincts, si ce sont les mêmes, s'ils sont interchangeables, et parfois même en remplaçant la notion de société démocratique par la notion d'état de droit, ce qui pose encore d'autres questions conceptuelles et qui donc peut troubler un petit peu le lecteur. Alors, ce processus, il est achevé lors de la déclaration de Varsovie, hein, le troisième sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Europe en 2005, hein, qui, dans cette déclaration de Varsovie, à son premier article, énonce que le Conseil de l'Europe s'attachera à sa mission essentielle, qui est de préserver et promouvoir les droits de l'homme, la démocratie et l'état de droit. Alors, évidemment, après cet âge d'or, eh bien, on vit aujourd'hui un backlash, un retour, une contestation évidemment de cette conception de la démocratie véritable. Et j'en viens donc ici à ma deuxième partie, avec aujourd'hui une omniprésence de la notion qui est symptôme de la résilience du Conseil de l'Europe qui a fait évoluer aussi cette notion d'état de droit pour mieux résister aussi donc aux contestations. Donc une certaine redéfinition de l'état de droit auquel Arnaud Leclerc faisait référence ce matin. Alors, ici, deux points, avant de laisser la parole ensuite. Je me pose la question de savoir si parfois cette notion n'est pas un peu contre-productive. Ici, la cohérence, le défaut de cohérence a déjà été relevé, hein, je ne vais pas revenir en détail dessus, mais par exemple, l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a adopté une résolution en 2007, hein, soulignant elle-même la confusion autour de différents concepts de l'état de droit, en faisant référence aussi à ce que tu disais un peu tout à l'heure, notamment avec la terminologie russe,
alors je ne parle pas du tout russe, hein, Verkhovensko Zakona, et notamment qui fait donc référence à des conceptions juridiques dans les pays d'Europe centrale et orientale, qui évidemment peuvent être problématiques, je cite la résolution, étant donné la persistance dans certains de ces pays de quelques traditions héritées de l'État totalitaire et contraires au rule of law, tant dans la théorie que dans la pratique, hein. Et évidemment, à partir de là, la Commission de Venise a essayé donc de rationaliser un peu ce principe, à mon avis, de manière tout à fait insatisfaisante, ça a déjà été dit, et avec des critiques en interne même du Conseil de l'Europe, hein. Je cite ici Jörg Pawlakewicz, qui est le directeur enfin, le jurisconsulte du Conseil de l'Europe, qui lui-même souligne les incohérences du concept, hein, et donc les difficultés que ça peut amener, puisque clairement, cette notion devient aussi une notion polarisante, hein, qui va être un peu l'arbre qui casse la forêt, notion qui va résumer à elle seule toutes les critiques vis-à-vis de la démocratie libérale, c'est-à-dire la confiscation du pouvoir par le droit, par les juges, et qui empêche de voir finalement la véritable dénaturation de la démocratie libérale qui se fait en sous-main dans les pays contestataires, et notamment évidemment la Russie qui depuis a quitté le Conseil de l'Europe, la Hongrie, la Pologne. Euh, alors, notion contre-productive, mais néanmoins une notion qui reste quand même performative, et notamment dans une action synchronisée avec l'Union européenne qu'on a pu observer ces dernières années, où l'action conjuguée à la fois des organes du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne ont pu eh bien, se renforcer à travers cette notion d'état de droit, notamment évidemment ici quand même focalisé sur la question de la partialité des juges, hein, de l'indépendance des juges, donc évidemment à travers la jurisprudence de la Cour de justice, et du côté du Conseil de l'Europe, à travers des avis de la Commission de Venise, et à travers une jurisprudence de plus en plus fournie de la part de la Cour européenne des droits de l'homme, que je ne vais pas détailler ici faute de temps, et qui aussi a permis à la Cour européenne des droits de l'homme de faire évoluer certaines de ses pratiques internes, notamment, je ne citerai qu'un exemple, vis-à-vis des mesures provisoires, donc des mesures d'urgence, hein, qui sont principalement appliquées en cas de en cas d'éloignement d'étrangers vers leur pays d'origine, en cas de risque de subir des traitements inhumains et dégradants, donc en cas de risque grave et irréparable. Et ici, de manière assez inédite, en 2022, dans toute une série d'affaires qui concernaient la Pologne, eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a accepté d'appliquer des mesures provisoires, c'est-à-dire en demandant aux autorités polonaises de suspendre ici la révocation de certains juges polonais, dans l'attente qu'elles statuent au fond. Donc, on voit ici quand même comment l'état de droit peut être aussi donc, opératoire pour faire évoluer les pratiques internes de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, pour conclure, je vais rebondir sur ce que tu disais ce matin sur le fait que l'Union européenne faisait jouer la montre. Moi, à l'analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, jouer la montre, c'est jamais bon. Un petit exemple avec la Hongrie, par exemple. Les mesures hongroises de mise à la retraite d'office des juges. Bon, levée de bouclier, la Cour de justice, la Commission, le Parlement, bon, voilà. Quelques mois après, magnanime, la Hongrie dit très bien, je vais réintégrer ces juges s'ils le souhaitent, s'ils veulent revenir de leur retraite. Bon, le problème, c'est qu'entre-temps, ces juges qui étaient les plus âgés auparavant occupaient les postes de responsabilité dans les juridictions, et au moment de revenir, on leur a dit, bah, tu dois revenir, mais un petit juge là qui va faire le grouillot là. Autant vous dire que, voilà, là, on voit le système de cliquet anti-retour. Et finalement, les atteintes à l'état de droit, j'ai envie de dire même plutôt les tendances autoritaires qui se développent dans ces pays-là, vont avoir un système où le retour en arrière va être très compliqué. On le voit aussi en Pologne, hein. Même si aujourd'hui, évidemment, le PiS n'est plus au pouvoir, on sait qu'au niveau de l'indépendance des juridictions, eh bien, ici, ça va être très très long avant de rétablir une indépendance totale des juridictions. Ce qui montre évidemment aussi la limite hein, du pouvoir du Conseil de l'Europe, clairement, de l'Union européenne aussi, mais en tout cas une stratégie qui ici interroge et qui clairement montre un certain nombre de limites. Alors, pour conclure, vraiment cette fois-ci,
Alors, il y a un article qui est assez connu, qui est un article dans un des anciens juges à la Cour européenne des droits de l'homme, le juge Stano, la revue trimestrielle des droits de l'homme, qui porte sur l'état de droit. Et en introduction, il présente l'état de droit comme l'étoile polaire ayant toujours guidé l'évolution de la jurisprudence de la Convention. Bon, évidemment, au regard de ce que je viens de vous dire, on peut contester quand même cette présentation des choses, hein. Ça n'a pas toujours été le cas. Et bien encore aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il faille faire reposer tout l'édifice de la Convention sur l'état de droit, parce que je pense que ça pose quand même des questions conceptuelles qui sont contre-productives. Ce qui est clair quand même, c'est que, ici, encore pour reprendre ces termes, elle est devenue une composante fondamentale de l'ordre public européen. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette communication.